Bonjour. Au cours de cette séance, nous allons poursuivre et achever l'introduction entamée lors de la séance précédente. Le thème de la philosophie comme mode de vie se décline de façon très diverse dans l'Antiquité et au-delà. Les séances de cours à venir permettront de vérifier quel type d'accentuation il reçoit selon les écoles et les auteurs. Néanmoins, un certain nombre d'axes problématiques se retrouvent de façon récurrente dans les écoles et courants philosophiques que nous évoquerons. Je vais donc présenter au cours de cette séance les axes majeurs qui structureront notre parcours. Le premier de ces axes concerne la problématique des types de vie. En effet, en se pensant comme un mode de vie, la philosophie est naturellement appelée à thématiser cette question générale des modes de vie et à la théoriser. Car si la philosophie s'appréhende elle-même comme le mode de vie le plus désirable ou le plus fondé, il lui revient de justifier cette prétention en examinant corrélativement les divers types de vie et en établissant les raisons de la supériorité du mode de vie philosophique sur les autres. Une typologie et une axiologie des modes de vie doivent donc s'ensuivre. C'est ainsi que dans un passage fameux du premier livre de l'Éthique à Nicomaque, Aristote présente une distinction de 3 sortes de vie, toutes susceptibles d'être poursuivies pour elles-mêmes, et en laisse de côté une 4e. Il écrit à titre général: les hommes, et il ne faut pas s'en étonner, paraissent concevoir le bien et le bonheur d'après la vie qu'ils mènent. La foule et les gens les plus grossiers disent que c'est le plaisir. C'est la raison pour laquelle ils ont une préférence pour la vie de jouissance. C'est qu'en effet, les principaux types de vie sont au nombre de 3. Celle dont nous venons de parler, la vie politique, et en 3e lieu, la vie théorétique. Aristote dit à propos de la première: la foule se montre véritablement d'une bassesse d'esclave en optant pour une vie bestiale, mais elle trouve son excuse dans le fait que beaucoup de ceux qui appartiennent à la classe dirigeante ont les mêmes goûts qu'un sardanapale. Sur la seconde, il dit: les gens cultivés et qui aiment la vie active préfèrent l'honneur, car c'est là, à tout prendre, la fin de la vie politique. Mais un peu plus loin, il ajoute ou se corrige: peut-être pourrait-on aussi supposer que c'est la vertu plutôt que l'honneur qui est la fin de la vie politique. Et ensuite, il écrit: le 3e genre de vie, c'est la vie théorétique, dont nous entreprendrons l'examen par la suite. Enfin, concernant le rejet d'un 4e genre de vie, il s'exprime de la façon suivante: quant à la vie de l'homme d'affaires, c'est une vie de contrainte et la richesse n'est évidemment pas le bien que nous cherchons. C'est seulement une chose utile, un moyen en vue d'une autre chose. Comme on le voit, et ce point serait à approfondir, les 3 vies, 3 types de vie ne sont pas de la même valeur. Et la distinction entre les 2 dernières, la vie politique et la vie théorétique, entendons par vie théorétique vie selon la théoria, c'est-à-dire une vie d'étude et d'examen, plutôt que strictement vie contemplative qui présente un sens un peu plus restrictif. La démarcation est donc complexe. Avant Aristote, avant même ce que Platon peut écrire lui aussi sur le sujet, c'est en fait à Pythagore, à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, qu'est attribuée simultanément la revendication du nom de philosophe et la distinction entre divers types de vie. Lisons un passage tiré des vies et doctrines des philosophes illustres de Diogène Laërce qui explicite le point. Lorsque Léon, le tyran de Phlyonte, lui demanda qui il était,
Pythagore répondit, un philosophe. Et il, Pythagore, disait que la vie ressemble à une panégyrie, de même que certains s'y rendent pour concourir, d'autres pour faire du commerce, alors que les meilleurs sont ceux qui viennent en spectateurs. De même, dans la vie, les uns naissent esclaves et chassent gloire et richesse, les autres naissent philosophes et chassent la vérité. Diogène Laërce, donc Vie et doctrine des philosophes illustres, livre 8, chapitre 8. Ainsi, le philosophe, à la recherche du meilleur mode de vie, examine pour ce faire les diverses possibilités de vie, les évalue et vérifie, ce faisant, la supériorité du mode de vie philosophique. Aux yeux des philosophes, un point essentiel de cette supériorité tient dans le fait que l'engagement dans la vie philosophique résulte d'un mouvement radical de remise en question des évidences non examinées, d'exigence intransigeante d'une recherche du bien fondée en vérité, donc d'un bien réel, qui se traduit en activité vertueuse, intellectuelle non moins que pratique. Et cela passe par une recherche de soi sur soi, ce que Socrate désigne comme le souci. J'en viens donc au deuxième axe, celui de la problématique du souci de soi. Le thème du souci de soi, en grec épimeleia seautou, un leitmotiv socratique, au même titre que le précepte connais-toi toi-même, très célèbre, gnoti seauton, auquel il ne donne du reste pas un sens différent ou essentiellement différent, est la traduction la plus concrète du versant pratique de la philosophie et même son moteur intime. En effet, ce qui est recherché est le bien, entendons le bien pour soi, le meilleur pour soi. Et la philosophie est ce qui permet précisément à ce souci du bien de se réaliser par un travail sur soi, qui n'est évidemment pas exclusif de la relation aux autres, mais qui signifie que la condition de toutes les réalisations à venir est ce travail effectué sur soi-même. Ce travail sur soi-même implique donc une véritable conversion, en grec métastrophée, un retour sur soi dans un face-à-face avec les valeurs qui nous meuvent, les raisons qui les sous-tendent, une confrontation avec les actes dont nous sommes responsables ou tenus pour responsables, et en tout état de cause, un exercice constant, ascésis, de travail sur soi, de retour sur ce que nous sommes et ce que nous faisons. Chercher à s'améliorer dans ce contexte conduit à s'interroger sur le fondement de ces valeurs, sur notre rapport à elles et sur notre capacité à les mettre en œuvre, à les réaliser. C'est ainsi une dimension d'amélioration morale qui est en jeu et se dessine à l'horizon de la réflexion la question si compliquée du rapport entre philosophie et sagesse, philosophia et sophia. La sophia étant vue comme la réalisation parfaite d'un idéal, inaccessible aux yeux de la plupart des philosophes, mais pas pour tous, ainsi qu'on le vérifiera. J'en viens au troisième axe, celui de la problématique de l'articulation savoir-vie, ou encore de la nature du savoir, pratique théorique, et plus généralement des exercices spirituels. C'est donc, ainsi qu'on l'a vu, très concrètement, la question de l'articulation entre vie et pratique d'un côté, activité de pensée de l'autre, qui se pose. Est-ce
une seule et même chose que de penser philosophiquement et de vivre philosophiquement, ou cela se suit-il? Répondre à cette question suppose de pouvoir répondre à cette autre question qui concerne le contenu de la vie philosophique que l'on peut soit identifier à la vie théorétique, donc vie selon l'esprit, vie de recherche et d'examen, la vie théorétique comme telle, soit voir comme un mixte de vie pratique et de vie théorétique. Et donc, que l'on identifie ou non la vie philosophique à la vie théorétique, se pose de toute façon la question du rapport entre praxis et théoria, entre action et examen, recherche de la vérité. Un rapport complexe puisque l'on peut bien partir d'une distinction entre les deux, entre la praxis et la théoria. Néanmoins, la théoria est susceptible de s'appliquer à la praxis comme elle peut s'appliquer à la nature. Et dans la perspective du mode de vie philosophique, l'activité de théoria a aussi vocation à se réaliser dans la praxis, quand elle n'est pas même à considérer comme une sorte de praxis, ainsi que le dira Aristote. Dans cette perspective, Pierre Hadot a été amené à insister énormément sur l'importance de ce qu'il a appelé les exercices spirituels, lesquels marquent l'effort de traduction dans la vie des préceptes forgés par la théoria philosophique. Pierre Hadot définit ainsi les exercices spirituels dans « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» Je désigne par ce terme d'exercice spirituel des pratiques qui pouvaient être d'ordre physique, comme le régime alimentaire, ou discursif, comme le dialogue et la méditation, ou intuitif, comme la contemplation, mais qui étaient toutes destinées à opérer une modification et une transformation dans le sujet qui les pratiquait. Le discours du maître de philosophie pouvait d'ailleurs prendre lui-même la forme d'un exercice spirituel, dans la mesure où ce discours était présenté sous une forme telle que le disciple, en tant qu'auditeur, lecteur ou interlocuteur, pouvait progresser spirituellement et se transformer intérieurement. Qu'est-ce que la philosophie antique? Page 22. Ou encore plus brièvement, dans un autre ouvrage intitulé La philosophie comme manière de vivre, Pierre Hadot définit l'exercice spirituel comme pratique volontaire, personnelle, destinée à opérer une transformation de l'individu, une transformation de soi. La philosophie comme manière de vivre, page 144. J'en viens au quatrième axe, celui de la problématique des voies éthiques et politiques. Au total, cette recherche du meilleur mode de vie, articulant au mieux pensée et action, vrai et bien, souci de soi vers l'idéal de sagesse et souci des autres, souci de justice, conduit les philosophes et les écoles philosophiques à examiner deux voies qui se présentent en conséquence et que l'on peut schématiquement qualifier de voie éthique et de voie politique. La voie éthique, disons la voie du bien, dans la perspective que l'on a dessinée, semble la plus accordée à la vie philosophique. C'est en tout cas celle que Socrate suit résolument. Il revient à chacun de se convertir au bien, de chercher à s'améliorer et donc de se gouverner. Et de ce point de vue, le cadre adéquat est le cadre de l'échange privé, du dialogue avec échange d'arguments et recherche en commun, qui permet, grâce à la liberté de parole ou encore franchise, de traduction possible du grec parésia, d'être aidé par l'autre, ou inversement, d'aider l'autre. La voie politique ressurgit toutefois dans le cadre même de la problématique de la vie philosophique, en raison de l'exigence de justice que porte la philosophie. En effet, au-delà d'actes de vertu
individuelle. Ne revient-il pas aux philosophes de penser les possibilités offertes par le politique, de viser une possible réforme du cadre de vie collectif et d'examiner les conditions de son propre engagement dans l'action collective, dans l'action politique? Le projet de vie philosophique repose-t-il alors sur l'exclusion mutuelle de la sphère philosophique et de la sphère politique? Soit le philosophe se détournerait de la politique, soit il prétendrait représenter le véritable politique dès lors qu'il sait ce qu'est le bien véritable. Eh bien, cette question-là, avec cette alternative, traverse aussi l'ensemble des écoles philosophiques et apparaît spécialement vive dans les œuvres de Platon et d'Aristote. Au total, nous observons que les deux dimensions, éthique et politique, même si elles sont largement liées en réalité en raison d'un même questionnement initial, d'une même exigence, se distinguent néanmoins par leurs aires respectives d'application. Dans la dimension éthique, la philosophie conduit à un art de vivre, voire même se confond avec lui. Un art de vivre qui conduit à un bonheur désigné et défini diversement selon les penseurs et les écoles, et nous le verrons, les différences sont grandes entre la position socratique, stoïcienne, pyrrhonienne, épicurienne, etc. Dans la dimension politique, la philosophie, par sa réflexion sur le bien-vivre, est conduite à traiter du problème politique, ou à le laisser de côté pour des raisons qu'il est également intéressant de considérer. Et la philosophie produit alors une théorie de l'art de gouverner, qui peut même déboucher sur la tentation du gouvernement politique, Platon, ou du moins du conseil du prince, Aristote, quand il ne s'agit pas de s'accommoder philosophiquement de l'exercice du pouvoir, voire Marc Aurèle. Ainsi, la ressaisie de la visée initiale de la philosophie comme recherche d'un type de vie, articulant en cohérence savoir et agir, cette visée initiale de la philosophie comme recherche de ce que j'appelle pour ma part un savoir-vivre, conduit à questionner le devenir ultérieur de la philosophie, comprise comme discours conceptuel, et à interroger notre rapport au savoir théorique et à son usage. La résurgence de cette problématique de la philosophie comme mode de vie à l'époque contemporaine n'est pas l'effet du hasard. Elle témoigne non seulement du doute à l'égard des grandes constructions métaphysiques ou post-métaphysiques, mais elle indique, au terme de cette odyssée occidentale de l'esprit de plus de 2500 ans, le besoin, voire la légitimité, d'un certain primat du vécu, la philosophie comme pratique, sur le dit, la philosophie comme discours, ce que Michel Foucault désignait par spiritualité. Et d'une étroite corrélation et recherche de cohérence entre éprouver et penser, faire et dire, savoir et vivre.